Son intervention aujourd'hui s'intitule « Psychométrie, la fantaisie de la rétrovision ». Le titre, comme vous le voyez, a légèrement changé, merci. Ça s'appelle toujours la psychométrie, je vous rassure, et je vais vous parler de psychométrie. En revanche, j'ai essayé de préciser un tout petit peu le sous-titre qui renvoie bien évidemment à l'ouvrage qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire en fait celui qui a accompagné l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes sur une archéologie cette fois donc mesmérienne, ou en tout cas une archéologie hypnotique de l'art. Vous allez voir que j'essaie de ramener en quelque sorte les prodromes de la télévision à cette histoire en faisant justement une archéologie que je qualifierais, en utilisant un terme qui a beaucoup été employé par Bertrand Méheux, qui a été un des grands historiens de l'histoire du somnambulisme artificiel, de Mesmer et de toute l'hypnose, en utilisant le terme de fluido-magnétique, ce qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la méthodologie de l'archéologie des médias qui ne s'intéresse pas simplement à une histoire technique, une histoire de l'instrumentation technique, mais qui s'intéresse beaucoup aussi de manière plus discursive à la circulation des imaginaires autour justement de ces médias et qui croise une histoire justement des médias avec une histoire de ces imaginaires. Les imaginaires que je vais convoquer ici sont ceux donc de ce que l'on appelle l'histoire du magnétisme animal, du mesmérisme et ce que je vais qualifier plus précisément aujourd'hui de fluidomagnétisme. Alors, pour cela, je vais en fait m'appuyer sur un moment précis qui me semble être une possible articulation avec les prodromes de l'histoire de la télévision, et André Lange reviendra sur cette affaire à la suite. L'exemple de la psychométrie. Alors le terme de psychométrie est un terme qui n'est pas forcément si usité que cela, mais enfin en tout cas aujourd'hui, au XXe siècle, il renvoie plutôt au domaine de la psychologie expérimentale. C'est Alfred Binet qui le propose, la date exacte 1894, la première mention de la psychométrie c'est 1894, et ça qualifie en fait toutes les techniques, les théories d'ailleurs de la mesure en quelque sorte des capacités, et en particulier des capacités mentales, intellectuelles. Ça donnera donc le fameux test Binet-Simon, le test d'intelligence que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors c'est pas du tout ce terme, cette acception en fait de la psychométrie qui m'intéresse ici. Vous allez le voir, c'en est une autre. Et cette autre, je vais aller la chercher. Il faut avancer un tout petit peu le curseur, non pas dans la toute fin du XIXe siècle, autour donc des années 1894, ce champ de la psychologie expérimentale, mais 50 ans plus tôt, c'est-à-dire en fait au mi-temps du XIXe siècle. Et là, on est dans une autre culture psychique. Elle s'appelle d'ailleurs les cultures psychiques ou les études psychiques. Le XXe siècle, le début du XXe siècle, parlera même d'ailleurs de métapsychique ou éventuellement de parapsychologie. La parapsychologie, le terme apparaît à la toute fin du XIXe siècle. Et alors pour cela, je me réfère en fait à la toute première mention, en fait, elle est anglo-saxonne, du terme psychométrie. Elle date de janvier 1849, donc c'est-à-dire vraiment 50 ans plus tôt, et je l'emprunte donc au Journal of Man, pas n'importe lequel, celui de Buchanan, Joseph Rhodes Buchanan, qui est en fait alors il se dit anthropologue dans un sens, vous voyez bien, un peu étymologique, l'analyse en quelque sorte des sciences de l'homme. Il est plutôt aussi, il utilise ce terme psychologue, il se dit même d'ailleurs neurologue, enfin c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans les études psychiques, mais qui le fait, et c'est ce qui m'intéresse, puisqu'on va rejoindre tout de suite notre affaire fluido-magnétique, vous allez le voir, qui vient d'une autre tradition, cette tradition, vous allez le voir, qui occupe beaucoup en fait le XIXe siècle, la tradition précisément du magnétisme. Alors, comment Rhodes Buchanan définit la psychométrie? La psychométrie, ce serait la capacité de certains sujets à rentrer en intimité avec le sujet qui aurait en l'occurrence, écrit une lettre. C'est en fait en touchant une lettre autographe. Certains sujets, on les appelle des médiums, mais ils s'appelleront tout de suite, bien sûr, des psychomètres, suivant la terminologie de Buchanan. La capacité de certains sujets, en touchant une lettre autographe, à immédiatement identifier l'auteur et à même identifier l'état émotionnel dans lequel il était quand il a écrit la lettre. Ça va même un peu plus loin, puisque les psychomètres auraient cette particularité plus optique, j'ai envie de dire, tout aussi visionnaire,
de pouvoir discerner à quoi ressemble la personne, de faire une description précise de la personne qui aurait écrit donc la lettre. Alors, il lui donne un nom, hein, dans un premier temps, il parle justement d'anthropologie, mais très très vite, donc, et c'est le cas de cet article de janvier 1849, il lui donne le nom de psychométrie. Alors la psychométrie, on le voit en fait, c'est quoi ? C'est doté de pouvoirs supérieurs. Le sujet, donc un peu clairvoyant, il s'appellera le psychomètre, entrera plus profondément en sympathie avec l'écrivain et appréciera les traits de son caractère, la force, les particularités de son intellect, ses activités favorites. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la télévision ? Vous allez voir qu'ils vont arriver assez vite. Pour cela, il utilise certains sujets qui seraient plus aptes, en quelque sorte, à avoir cette capacité de clairvoyance et immédiatement identifiés, en quelque sorte, par la lecture au toucher. C'est le contact, hein, direct avec l'objet. La lecture au toucher de l'écriture, l'identification du sujet. Il utilise tout simplement sa seconde épouse, qui est en fait une parfaite médium. Ce qui m'intéresse, c'est que très très vite, d'ailleurs, dans les imaginaires, déplacement dans le champ de l'esthétique, dans le champ de l'art. Une application médiumnique, hein, de cette lecture au contact de l'œuvre, puisque donc Buchanan, dans son Manual of Psychometry, qui viendra un peu plus tard, nous dit par exemple, un dessin, une peinture transmettra aussi efficacement qu'une lettre la conception de son auteur et de ses efforts mentaux dans sa production. Donc en gros, si vous voulez, un médium, un psychomètre aurait cette particularité en touchant le tableau, en s'approchant de ce tableau et en captant l'énergie vibratoire fluidique, fluido-magnétique, qui vient du tableau, qui aurait été emmagasinée en quelque sorte dans justement le complexe vibratoire que sont tous ces pigments qui sont aménagés sur la toile, de capturer non seulement en quelque sorte le sujet, mais l'intention même de l'artiste. Autant vous dire que le critique d'art, vous le voyez bien, aura beau à faire dans cette affaire. Je n'insiste pas, mais retenons déjà tout de suite comment il y a presque une application esthétique à cette affaire. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet imaginaire de la psychométrie, vous le voyez bien, c'est un transfert du psychique vers le physique, ou dans même le physique, c'est-à-dire l'état émotionnel de celui qui a écrit la lettre, l'état émotionnel du peintre qui a peint une composition. Kandinsky, autant vous dire que toute son approche de l'effet du tableau vient de là. C'est une approche fluido-magnétique. Je pourrais, si vous le souhaitez, mobiliser pas mal de textes de Kandinsky dans cette affaire. Il interprète l'effet émotionnel du tableau à partir de cette théorie du transfert du psychique du sujet, en l'occurrence de l'auteur, du peintre, dans l'œuvre et dans l'objet. Alors, notre ami Buchanan va lui donner un nom à cela. Il appelle ça donc non seulement la psychométrie, mais la psychométrie pour lui serait le summum de ce qu'il appelle la combinaison physico-matérielle, c'est-à-dire en fait la possibilité de pouvoir combiner le psychique d'un côté, le matériel, le physique de l'autre. D'où cela vient-il ? Notre ami Buchanan n'est pas quelqu'un de totalement inconnu dans la sphère américaine, puisqu'il est un grand disciple et même un des grands diffuseurs de ce qu'on a appelé la phrénologie, la localisation cérébrale, je n'insiste pas. La voici d'ailleurs ici, il appelle ça l'anthropologie d'ailleurs, Buchanan System of Anthropology. C'est l'idée de pouvoir en quelque sorte localiser l'ensemble des fonctions mentales. Donc là on n'est plus sur la mesure des capacités mentales, on est celle dans une sorte de cartographie, mais de cartographie, vous le voyez bien, qui s'inscrit dans la physique, bien évidemment, donc du corps, en l'occurrence ici, bien évidemment, de la tête. Je n'insiste pas, la phrénologie a eu énormément de succès donc aux États-Unis, bien évidemment, en Europe aussi, mais il n'est pas que cela. Alors, en l'occurrence, Buchanan a même élargi sa phrénologie à une nouvelle science, il l'appelle la sarcognomie, puisqu'il veut en fait occuper tout le corps de cette cartographie justement des états émotionnels. Il n'est pas que phrénologue, il est phréno-mesmérien. Phréno-mesmérisme, vous le retrouvez ici dans une affiche donc de l'époque, nous sommes au milieu du 19e siècle. Alors le phréno-mesmérisme ou phrénomagnétisme, c'est quoi ? C'est l'alliance de la phrénologie, localisation cérébrale, et du magnétisme animal, toutes les passes fluidiques et autres. Il associe les deux, ça a été très en vogue, et c'est un moment très important, j'ai envie de dire, de la rationalisation
du phénomène mesmérien et fluido-magnétique. Alors, pourquoi cela m'intéresse? C'est parce que c'est à partir de là, à partir de cette théorie fluido-magnétique, phréno-mesmérienne, qu'il va expliquer le phénomène de la psychométrie. C'est-à-dire que pour lui, en fait, son sujet, le médium, en fait, le psychomètre, a cette capacité à, en quelque sorte, dégager un fluide qui va immédiatement, en fait, aller capturer justement une impression qui est inscrite dans l'objet. J'ai ramené ici quelques iconographies sur justement le phrénomagnétisme, passe magnétique, mais aussi localisation cérébrale, les deux associés. Et dans le cas de Buchanan, il développe toute une terminologie, des néologismes. Il appelle ça le nervora, une sorte de fluide particulier qui serait un fluide nerveux psychique qui, justement, en fait, passerait de la main du magnétiseur sur le sujet pour capturer immédiatement, en quelque sorte, et faire de son cerveau une sorte de chose transparente et qui lui permettrait de entièrement visualiser la pensée du sujet. Ce serait le nervora qui expliquerait en quelque sorte la capacité du psychomètre à lire la psychologie, l'histoire même d'ailleurs de celui qui a écrit une lettre autographe. Alors, d'où cela vient-il? C'est pas du tout, évidemment, à nouveau neutre, ça ne sort pas de nulle part. Donc, Buchanan a inventé le terme de psychométrie, certes, mais il n'a surtout pas inventé ni le protocole, ni le principe. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela est le fruit d'une époque qui est absolument obsédée par cette question de l'extension de la vision, d'une extension physiologique, vous allez le voir en fait, et donc c'est le moment de toute la lucidité somnambulique, magnétique, la seconde vue, donc explosion de tous les sujets somnambuliques à l'époque, clairvoyance, des gens avec des bandeaux qui lisent les ouvrages et autres, je n'insiste pas, mais quand même, il se trouve que notre ami Buchanan n'est pas du tout isolé. C'est-à-dire qu'en fait, l'invention du sujet psychomètre, il la doit aussi à des choses qui circulent, et en particulier exactement au même moment. Dans l'article de 1849, dans le Journal of Man, où il fait donc mention pour la première fois du terme psychométrie, il parle de la date un peu inaugurale de 1842. 1842, c'est exactement le moment où, en France, le grand clairvoyant apparaît, il s'appelle Alexis Didier, et il fait exactement en fait les mêmes types d'expériences de lucidité. Il arrive sur scène, on lui donne un objet, il peut voir à l'intérieur de l'objet, il peut lire des lettres bien évidemment, et même mieux encore, et c'est là où l'on commence déjà, vous le voyez bien, à passer de la lucidité, de l'intimité du sujet, quelque chose d'ordre un peu psychologique, vers notre question de la télévision, c'est-à-dire notre question de l'ubiguïté. Il se déplace dans l'espace dans un premier temps. Alors très concrètement, Didier, par exemple, Alexis Didier, qui est vraiment très fameux à l'époque, qui se fait connaître sur scène, dont on connaît en fait toutes les performances en 1849 dans cet ouvrage Initiation au mystère secret de la théorie de la pratique de magnétisme, qui est directement contemporain de Journal of Man et de l'apparition du terme psychométrie. On y apprend que Didier, dans des séances, touche des objets et peut effectivement déterminer qui, comment a été écrit la lettre, dans quel état émotionnel. Il peut même décrire l'environnement de celui qui a écrit, et puis, mieux encore, se déplacer dans l'espace, puisque parmi, vous allez le voir en fait, les performances, parce que tout cela est de l'ordre du spectaculaire, donc on va essayer d'augmenter la performativité de tout cela. On va lui demander de se déplacer justement par clairvoyance dans justement l'espace. Du type, on va lui demander d'aller se déplacer dans la maison de celui qui a écrit la lettre, par exemple. Et donc la personne, Didier, donc, se déplace. Et alors quand on regarde un peu plus près tous les protocoles, vous allez voir que tout cela n'est pas du tout anodin pour nous, archéologues des médias. Parce que la métaphorisation, alors je l'appelle médiologique, c'est un peu barbare, mais en tout cas, l'usage des métaphores technologiques qui sont utilisées sont assez frappantes, et les dates, évidemment, pour nous intéressent. C'est-à-dire que tout le développement d'une génération spontanée de psychomètres qui vont commencer à se déplacer un peu dans le temps, dans l'espace, avant de se déplacer dans le temps, vous allez le voir, répondent manifestement à et surtout au croisement de deux paradigmes, de deux modèles technologiques, ce que j'appelle le paradigme téléphotographique, qui en cela, bien évidemment, participe directement au prodrome de la télévision. C'est d'un côté la télégraphie, donc le voyage ubiquitaire, je suis là et ailleurs, et la photographie.
La culture ubiquitaire de la télégraphie plus la culture matérielle de la photographie, vous allez le voir, les deux combinés, ça donne la psychométrie. Et ça, je pense que effectivement, ça nous permet de mieux comprendre en quelque sorte les ramifications un peu médiologiques de cette affaire qui nous paraît un peu fantaisiste. Louis Daguerre, donc évidemment un des grands inventeurs du procédé photographique, est une référence obsédante parmi justement en fait dans ses expériences, dans la retranscription et même l'explication, si possible, des phénomènes. Mais il n'est pas le seul. Parce que là-dessus se greffe, et précisément en cette année 1849, c'est-à-dire celle de l'invention du terme psychométrie, l'arrivée du premier automatic telegraph, celui d'Alexandre Bain, c'est-à-dire qu'en fait on est dans le paradigme de l'impression, la photosensibilité, c'est la photographie d'un côté, et de l'autre côté, la transmission. Les deux vont converger, et la psychométrie, en quelque sorte, est portée par ces deux imaginaires. C'est assez frappant quand on regarde l'iconographie, attenante justement à ces expériences du mi-temps du XIXe siècle. Quand on regarde ici « Experiment in Animal Magnetism », on le voit bien, l'idée du regard qui se transfert, transmission, ici qui est bloquée, émetteur-récepteur, toute la logique effectivement de la télécommunication est omniprésente. C'est un télétransport en quelque sorte, et en particulier pas simplement d'un message, mais aussi d'une image qui serait ici bloquée par la page, je n'insiste pas, mais il y a de nombreuses iconographies qui nous montrent combien le magnétisme, et en particulier toute la théorie de l'influence d'un sujet sur un autre, a quelque chose à voir avec ce modèle téléphotographique. Photographique, pourquoi ? Parce que dans le discours même des grands magnétiseurs et de ceux qui théorisent le magnétisme animal à cette époque-là, immédiatement, la métaphorisation en fait, photographique apparaît. Alors je ne peux pas faire l'histoire ici, je vous renvoie éventuellement à l'ouvrage Hypnose, là, dans lequel j'ai un petit peu travaillé cette question, mais il me semble qu'elle mérite encore d'être travaillée un peu plus en profondeur. Quand on lit Delage, par exemple, le cerveau du somnambule, c'est-à-dire en fait du psychomètre ici, devient le vivant daguerréotype de votre cerveau. C'est-à-dire que là, l'analogie avec le daguerréotype et justement cette capacité à déplacer en quelque sorte sa pensée et l'image de sa pensée dans le cerveau de quelqu'un d'autre est extrêmement prégnante. C'est celle qu'utilise Buchanan. Il parle de mental daguerreotype. Et donc on le voit en fait ici, pour lui, l'expérience psychométrique est une expérience d'impression. Il parle de sensitive impressivity, il parle même de sympathetic impressivity, c'est-à-dire l'état émotionnel du sujet va venir s'imprimer sur la plaque comme à la manière d'un daguerréotype. Alors, les dates, une fois de plus, sont absolument intéressantes, ou en tout cas assez intrigantes, puisque la première mention du terme psychométrie est directement contemporaine de l'apparition d'un autre terme qui n'est pas inintéressant, la psychographie. Psychographie, or the embodiment of thought, c'est un ouvrage publié en 1849 par un certain Robert Collier. Robert Collier peut nous intéresser parce que vous avez là ici le premier ouvrage à ma connaissance qui essaie de théoriser ce que l'on appellera plus tard, à la fin du XIXe siècle, la photographie. La photographie, enfin photography of the thought, psychophotographie. C'est-à-dire en fait la possibilité de pouvoir photographier même la pensée. Donc la première occurrence, et je pense que ce n'est pas inintéressant parce que dans la manière dont on la pense, c'est-à-dire en fait un transfert fluidique sur une surface, en l'occurrence ici c'est un bol de mélasse, dans laquelle viendrait se transférer évidemment la pensée, tout ça vient de Lavoisier. Lavoisier, fin du XVIIIe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le travail mental est un travail, vous le voyez bien, énergétique, qui se traduit immédiatement en fluide, et tout cela se transporte, mais comment et sur quel type de support, et comment en fait graver ce support, et c'est ce que l'on voit ici dans cette première tentative, dans le bol de mélasse, qui serait à la fois une sorte de lentille de réflexion, mais aussi une surface d'impressivité en fait, de l'image mentale qui passerait d'un cerveau à un autre. Donc là, on le voit en fait ici, tout cela fonctionne, et quand on regarde évidemment qui est Collier, c'est exactement le même profil que Buchanan. C'est-à-dire que Collier est un disciple, même en fait un compagnon de route de Buchanan, puisqu'il est à la fois magnétiseur, on le voit ici dans ce magnifique dessin que j'ai retrouvé, là, qui est une sorte de silhouettage d'une passe magnétique, mais il est aussi phrénologue. On le voit ici, Improved Classification of Mental Faculties by Dr. Robert Collier, il est
donc phrénologue et magnétiseur, il est phréno-mesmériste. Il est donc en fait un double de Buchanan. Alors je cite Collier, il dit en fait évoquer la possibilité d'une incorporation des idées qui, par un effet unifié de la volonté, peut être importée d'un cerveau récipient. D'un récipient, c'est celui qui reçoit l'image, c'est pas le bol, et qu'il compare, je le cite, à un procès photographique mental. Donc on voit bien que là, tout le processus ici est en place. C'est quelque chose dont, si vous voulez, les imaginaires ne sont pas si isolés que cela. On les retrouve de manière obsédante dans justement toute la littérature, c'est le cas de le dire, sur les imaginaires photographiques et proto-photographiques. C'est bien connu, Balzac, qui était un grand amateur de magnétisme animal, dont il a beaucoup parlé dans la comédie humaine, est aussi quelqu'un de fasciné par ce processus qui ferait que en fait, les corps projetteraient dans l'atmosphère, on est bien dans les médias atmosphériques, atmospheric media, qui projetteraient leur spectre tel un daguerréotype. C'est le cousin Pauce, nous sommes en 1847, vous voyez bien que les dates coïncident. Je n'insiste pas, regardez déjà la deuxième citation, elle est quand même assez intéressante, puisqu'elle nous parle justement d'un daguerre qui, en quelque sorte, nous permettrait de capturer toutes les images, effectivement, de ces pensées qui seraient inscrites dans, justement, l'espace ambiant, et à terme, vous allez le voir, dans les objets. Théophile Gautier, je n'insiste pas, dit la même chose. Tout ce qui touche l'homme reçoit une empreinte, l'âme y est visible par quelques rayons. Tout cela circulerait par transmission fluidique. On y est. Donc en gros, vous le voyez bien, nous sommes là en 56, c'est dans l'artiste, c'est-à-dire une revue, une fois de plus, lue par les artistes, qui peuvent autant, évidemment, configurer ce que j'ai appelé le paradigme mesmérien du tableau. Je parlais tout à l'heure de la description par un psychomètre de l'état émotionnel de l'auteur. On y est. Mais pour cela, il va falloir effectivement rentrer un petit peu plus en profondeur dans la réalité même de l'image. Ce qui m'intéresse, c'est que tout cela, c'est-à-dire, vous le voyez bien, la possibilité de donner un substrat matériel à l'image de la pensée, ce qui était mental, purement impondérable, insaisissable, devient subitement en fait inscrit et imprimé, sensitive impressivity, sur une image, sur une surface matérielle, va obséder en fait cela. Quand on regarde les imaginaires qui circulent, les descriptions autour des expériences, par exemple, d'Alexis Didier, qui est l'équivalent en tant que psychomètre, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle le grand clairvoyant somnambulique. Qu'est-ce que nous dit Gentil, par exemple ? Une expérience, on lui demande d'aller se télétransporter, c'est le cas de le dire, dans la maison justement de celui qui a écrit une lettre. Et donc non seulement il voit l'extérieur de la maison, il rentre à l'intérieur, il regarde les bibelots et autres, et il s'arrête à la surface des tableaux et il va même rentrer dans l'intimité du tableau, c'est-à-dire en fait découvrir que le tableau qu'il voit, c'est pas simplement un motif avec des personnages, il arrive à identifier le sujet bien évidemment, mais il va même jusqu'à identifier le support matériel sur lequel est inscrit en fait le tableau. Donc on voit très très bien l'obsession de ce télétransport en fait, du sujet, vous le voyez bien, qui se déplace dans l'espace, qui va chercher les images, mais qui va, vous le voyez bien, jusque dans l'intimité. Ça va assez loin d'ailleurs, par exemple, une autre expérience. Il arrive dans une pièce, donc Alexis Didier toujours, le clairvoyant, et voit un tableau. Et ce tableau, en fait, il distingue un portrait, il décrit le portrait, mais ensuite dit « Oh, mais il y a un second portrait, un portrait sous ce portrait ». Il fait l'enquête, on s'aperçoit que l'auteur n'est autre qu'Ary Scheffer, que certains ici connaissent bien, un grand peintre effectivement de la vague romantique. Et il questionne Ary Scheffer, qui témoigne en disant « Mais effectivement, j'avais peint dans un premier temps un premier portrait, je l'ai ensuite recouvert d'un second portrait. » Donc on voit bien là en fait toute une obsession à aller chercher dans les couches profondes même de la matière, de l'image, quelque chose qui pourrait rendre compte même d'une généalogie. Alors généalogie, vous allez voir, c'est aussi géologie, archéologie. Ce tournant archéologique, c'est lequel ? C'est les années 60 avec le continuateur du Buchanan, qui est très intéressant pour nous parce que vous allez le voir qu'il va faire un saut qualitatif important qui va beaucoup nourrir l'imaginaire culturel de la psychométrie. Il s'appelle William Denton, il est disciple de Buchanan et il publie donc à nouveau des Psychometric Researches, nous sommes en 1863, sauf que lui
n'est pas psychologue, il n'est pas neurologue, il est géologue. Et sa femme, ça tombe bien, est archéologue. Et alors vous allez voir que la psychométrie va prendre une toute autre proportion. En gros, si vous voulez, William Denton utilise les pouvoirs de sa femme pour, en touchant un objet, identifier, localiser l'objet, un objet archéologique bien sûr, des fouilles archéologiques, on lui fait toucher à l'aveugle bien sûr un objet, et elle va rentrer dans le passé de l'objet pour retrouver son origine, la localiser et autres. Et donc là, vous le voyez bien, on franchit une étape supérieure. Cette étape, c'est l'étape d'une autre ubiquité qui n'est plus que spatiale, qui est déjà temporelle. On va aller dans le temps, voyager dans le temps, rétrovision, time machine, et là, effectivement, on retrouve les problématiques d'Antonio Someni, qui nous en reparlera peut-être. Quand on regarde le contenu de Nature Secrets, où il parle de cela, on voit bien que la consécution Pictures of Surrounding Objects, c'est la photographie, psychométrie, je suis obligé de passer très vite. Ça donnera The Soul of Things, qui est vraiment en fait un ouvrage qui va énormément fasciner l'époque, à identifier la capacité de certains sujets en touchant un objet, à voyager dans le temps. Donc là, ici, on retrouve toute cette littérature autour de cela, je le cite, voir rétrospectivement, non pas dans les récits ou dans les contes, mais dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le psychomètre verrait l'histoire, referait l'histoire. Et là, évidemment, on change absolument d'échelle, puisque, en définitive, toute la nature environnante devient une sorte de grand album daguerréotypique dans lequel il suffira, en tant que médium, avec la bonne sensibilité, d'aller capturer toute l'histoire. Et ça donnera Psychometry, A New Civilization, parce que pour lui, évidemment, là, on fait un saut qualitatif invraisemblable. C'est-à-dire que par la capacité médiumnique, psychométrique, on va pouvoir effectivement accéder à toute l'histoire. Alors, eh bien, là, ça nous renvoie bien évidemment à toute l'histoire qu'a fait récemment Antonio Someni avec Time Machine, et en montrant combien la coïncidence historique entre H.G. Wells, la machine à remonter le temps, et l'invention du cinématographe coïncident. Eh bien là, on le voit avec le modèle du téléviseur, on retrouve la même chose. Alors il faudrait faire cette histoire, mais effectivement là c'est un petit peu plus compliqué en termes de temps. J'ai mal calibré mon affaire, c'est pas grave. Donc Buchanan parle de télévision, mais plutôt de télescope mental, qui permettrait justement d'aller en quelque sorte rechercher toute l'histoire. Je termine quand même par le chronoviseur, 1972. Un truc un peu fantasmatique, un inventeur, il est père, moine bénédictin, il affirme qu'il l'a inventé, alors avec un prix Nobel, si possible quand même, Fermi, une machine qui serait un chronoviseur. C'est une télévision qui permettrait d'aller voir directement dans le passé, et pas n'importe quel passé, bien évidemment, vous avez toute une littérature, je ne peux pas l'aborder ici, le père François Brune s'est fasciné pour ce procédé qui est quand même assez invraisemblable, vous avez même un prix récent du livre de poche Roland Portiche sur cette machine, la voici, et donc, comme vous l'avez compris, Ernetti était intimement convaincu que grâce à cette machine, il pouvait voir jusqu'à la crucifixion. Alors, je terminerai par cette image, parce que c'est une image qui nous a proposé la véritable image du Christ, le véritable suaire, grâce au chronoviseur. Bon, elle ressemble étrangement à une image qui apparaît dans l'église de la Pérouse, qui n'était pas bien loin de l'église que fréquentait le père Ernetti. J'arrête là. Juste, je profite du petit temps pour évidemment ne pas boucler là-dessus, mais pour revenir sur la chronologie qui m'intéressait de l'archéologie des médias, puisque donc dans son incroyable histoire de la télévision, et André Lange va venir nous en parler tout de suite, puisque c'est un site qui est une ressource invraisemblable, qui bouge tout le temps. Récemment, donc, il l'a réactualisé en sortant de nulle part un article, non pas de 1972, mais de 1877, intitulé Téléforme, une invention qui permettait justement en quelque sorte en gros, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est que le téléforme de Mittag, que André Lange présente comme une sorte de première grande anticipation physiologique de la télévision, est une machine psychomètre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un psychomètre, mais instrumentalisé.